Et oui, l'inflation qui vient de toucher ce seuil symbolique de 2% en zone euro sur un an au mois de mai. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On avait 1,6% en avril. Eh bien, les prix à la consommation dépassent cette cible d'inflation de la BCE qui est inférieure mais proche de 2%, puisqu'on est à 2%. Il n'y a pas péril en la demeure, il faut quand même l'expliquer. Certains, ça fait peur à certains qui disent voilà jusqu'où ça peut aller. Parce qu'en gros, je crois que la moitié de cette hausse s'explique par le rebond du cours du pétrole. Évidemment. Alors oui, faisons preuve d'un peu de pédagogie. Déjà, le 2% est important. Pourquoi? Il faut revenir quand même à l'origine. Pourquoi tout le monde est focalisé sur ce chiffre d'inflation, au-delà en fait de la privation en termes de pouvoir d'achat que ça peut générer chez les ménages. C'est comme ça que les gens l'entendent. C'est surtout important sur les marchés financiers parce que c'est vraiment le déterminant des politiques monétaires des banques centrales. C'est vrai partout dans le monde d'ailleurs. Et donc, historiquement, alors on pourrait toujours ergoter sur la validité du 2%, mais les banques centrales communiquent depuis maintenant des décennies sur le fait que 2%, c'est le bon niveau d'inflation, celui qui traduit une économie qui est suffisamment dynamique pour pas non plus aller, et qui ne va pas trop vite, mais qui est suffisamment aussi dynamique pour ne pas aller trop lentement, et donc d'une certaine manière permet de stabiliser en gros la politique monétaire à un niveau qui est souhaitable. Or, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que vous savez que les marchés financiers sont énormément soutenus par les politiques monétaires accommodantes depuis maintenant des décennies, Oui. mais encore plus depuis un an et demi, et évidemment les investisseurs commencent à s'inquiéter au-delà des gens. Les investisseurs s'en inquiètent tout simplement en disant que si jamais ces chiffres d'inflation qui sont plus importants qu'il y a encore que quelques mois poussaient les banquiers centraux à changer leur fusil d'épaule, là c'est la catastrophe parce que tout le mécanisme des marchés financiers repose sur Exactement. cette politique monétaire très accommodante. Vous Donc, l'avez très ça, bien résumé, Pierre. Après, encore une fois, mais ce chiffre d'inflation sur le mois de mai, il est un peu plus fort quand même que ce qu'on aurait pu attendre. D'où la question, en s'extrayant encore une fois du quotidien, jusqu'où oui. et pendant combien de temps, là on est en zone euro, l'inflation va poursuivre son ascension? Alors déjà, du coup, ce 2%, alors je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire que notre conviction est extrêmement forte sur ce point. Ce 2% d'inflation ne nous amène pas vers un chemin qui amènerait l'inflation à des niveaux qu'on pourrait qualifier d'hyperinflation et qui pousseront les banquiers centraux à changer leur fusil d'épaule. On n'y croit pas une seconde. Et là, on va aussi essayer de faire d'un peu de pédagogie, à savoir pourquoi on n'y croit pas. En fait, ce 2% est important parce qu'en fin d'année et début d'année dernière, on était à un niveau négatif, c'est-à-dire qu'il y a un effet de base très positif. Vous savez, quand vous avez beaucoup décru l'année passée, eh bien quand vous comparez en fait à ce niveau qui était très inférieur parce qu'on a vu un choc externe, notamment la crise sanitaire, c'est vrai, ce qui est vrai pour l'économie. Donc vous savez que les taux de croissance seront très forts cette année, parce qu'on a un effet de base l'année dernière, on avait beaucoup décru. Eh bien c'est aussi vrai en fait de manière un peu moins forte, mais c'est aussi vrai dans la dynamique des prix. Oui, Donc parce ce que, oui, parce que cette bosse d'inflation, elle est liée, on le comprend sur le pétrole. Le pétrole, le cours était à 20 $. Là, on est à 70 $ sur le cours à du pétrole, le Brent. 70 $. Donc, et alors, attention, il y a deux dimensions. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Donc, d'une certaine manière, déjà, le 2%, c'est vraiment un effet de base très positif, à savoir qu'on a beaucoup décru l'année passée. Donc, on se compare à ces niveaux-là. Et donc, artificiellement, on a l'impression que ça va très, très vite. Or, lorsqu'on regarde, en fait, les données mensuelles, on a certes, et c'est logique, vu qu'on a une reprise de nos économies. Et donc, concomitamment à cette reprise-là, on a forcément une petite tension sur les prix, mais qui est vraiment à l'épaisseur du trait. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est du coup, mais attention, les gens vont nous dire, mais oui, mais vous voyez bien qu'il y a de l'inflation dans le prix des matières premières. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, l'inflation du prix des matières premières, c'est le pétrole, mais pas que. Vous regardez le prix des métaux industriels, vous regardez le prix des semi-conducteurs, vous regardez le prix du fret, donc du transport, vous regardez les prix, alors ça, très, très, très important, moins au niveau national qu'au niveau mondial, le prix des matières premières alimentaires qui a énormément progressé pour le coup et qui dépasse ces niveaux d'avant-crise. Et donc, il y en a de l'inflation, attendez, quand on met tout ça bout à bout. Oui, mais alors, pour deux raisons. Et elle n'est pas, probablement, elle n'est pas soutenable dans le temps. C'est ça la question de fond, c'est que, évidemment, l'inflation, elle est là, l'inflation du prix des matières premières, mais déjà, quand vous regardez les services, inflation des services, on est à 1% d'inflation. Okay, alors même qu'on a un effet de base positif, on n'est qu'à 1%. Donc là, déjà, sur ce qui fait l'essentiel de nos économies, il n'y a pas d'inflation. Inflation des salaires, il n'y en a pas non plus. Et on est très très loin d'en avoir, en fait, en Europe, puisque lorsqu'on regarde l'état du marché du travail ou les niveaux d'utilisation des capacités de production sur notre continent, on est à des niveaux qui sont très très loin de se traduire par des tensions inflationnistes sur les salaires. Donc, on n'a pas de risque de tension sur le salaire. On n'a pas de risque de tension sur les services. Il nous reste en fait un seul risque, et effectivement, c'est celui qu'on subit et qui est assez désagréable, c'est l'inflation du prix des matières premières. Et là, pour le coup, les consommateurs, donc je dirais que c'est plutôt l'inverse, les consommateurs le prennent en pleine face. À savoir qu'aujourd'hui, la seule inflation qu'on a dans le monde, c'est l'inflation des coûts de production, sans avoir la capacité pour nos entreprises à le répercuter. Donc au final, en réalité, c'est plutôt une inflation
on va dire négative, pour nos perspectives de croissance à terme, parce que ça pèse sur le porte-monnaie des ménages. Exactement, sans que nos entreprises aient la capacité soit à augmenter les salaires pour les aider, ces ménages, soit à répercuter en fait dans leur prix de vente pour protéger leur marge. Vous voyez, donc en soi, il faut vraiment percevoir l'inflation globale comme déjà on n'observe aucune inflation de second tour, que ce soit sur le reste de l'économie de service. Donc il n'y a pas de dérapage inflationniste à redouter, il n'y a pas de crainte pour vous, on va rester autour de 2% finalement pour cette inflation. Quelques mois, et puis ensuite on reviendra en Europe sur des niveaux qui seront plus faibles, vous verrez. Et d'ailleurs, vous savez, c'est intéressant, vous regardez ce que vous disent les investisseurs. Ouais. On a eu cette thématique de la reprise de l'inflation depuis le début d'année. Donc ce qu'on regarde, c'est les anticipations de l'inflation issues des outils qui permettent en fait aux investisseurs de se protéger contre cette inflation-là. Et ça nous permet de savoir ce que les investisseurs ont en tête et attendent en termes d'inflation à horizon 5 ans ou 10 ans. Et aujourd'hui, ces niveaux qui avaient beaucoup progressé au cours des mois passés sont en train de rentrer dans le rang. C'est-à-dire qu'on avait atteint presque 1,8% qui paraît colossal en Europe sur des anticipations d'inflation à 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on est revenu en fait autour de 1,6. Donc on est déjà dans cette phase en fait du reflux où les gens sont en train de comprendre et de prendre un petit peu de hauteur et de recul par rapport au chiffre facial qui paraît élevé, mais la réalité de ce chiffre facial, c'est qu'il n'y a strictement aucun risque, je le répète, d'inflation de second tour au niveau salarial ou au niveau du marché des services, voilà, parce que nos outils de production sont vraiment extrêmement peu utilisés aujourd'hui, et qu'au contraire, l'inflation des matières premières se traduit par une inflation de coûts de production qui, à terme, risque de pincer les marges de nos entreprises, et c'est plutôt une mauvaise nouvelle sur le front en fait, de la reprise économique. Donc voyez, celles et ceux qui font, Pierre, le parallèle avec la situation inflationniste aux États-Unis se trompent en disant parce que en même temps l'économie américaine elle est surboostée, surdynamisée par tout ce qui est fait par le politique et par notamment les relances en Syrie. C'est vrai, mais nous ne sommes pas les Américains. Je crois que c'est difficile parce que en fait nos économies ont beaucoup ressemblé. Vous savez, pendant très très longtemps, États-Unis, Europe, ça a fonctionné à peu près de pair, avec les mêmes dynamiques, un petit peu de retard sur l'Europe, mais la réalité c'est que nos différences sont en train de s'exacerber. C'est-à-dire qu'on est face à une population européenne qui vieillit de manière très accélérée alors que les États-Unis vieillissent beaucoup moins vite. Donc avec deux économies qui ont des potentiels de croissance qui sont très divergents. Donc en gros, les États-Unis ont plus de potentiel de croissance que nous, donc c'est logique en fait que leur niveau d'inflation soit structurellement plus élevé. C'est le premier point. Et le deuxième point plus conjoncturel cette fois, c'est que, je ne sais pas, aujourd'hui, le pape du keynésianisme, il n'est pas en Europe. Il est aux États-Unis, avec des niveaux de plan de relance, si vous faites la somme de tout, qui atteignent plus de 30 points de PIB en un an et demi. C'est juste lunaire, c'est gigantesque. Ouais, avec des filets sociaux qui ne sont pas les mêmes non plus aux États-Unis qu'en Europe. Donc nous, même si on en fait moins, nous, on a le chômage partiel, nous, on a d'autres, on a les écoles gratuites, on a... Évidemment, mais qui sont déjà là structurellement, c'est-à-dire qui ont déjà structuré nos économies. C'est-à-dire que les divergences, en fait, votre propos ne fait que traduire ce que j'évoque, à savoir des divergences très fortes entre l'Europe et les États-Unis en termes de modèle. Et donc, il ne faut pas s'étonner du coup que les régimes d'inflation, alors pour autant, n'entendez pas dans mes propos le fait qu'on va tomber dans de l'hyperinflation aux États-Unis, on n'y croit pas non plus. Mais structurellement, les niveaux d'inflation aux États-Unis vont plutôt tendre vers 2, quand chez nous, à terme, ils tendront plutôt entre 1 et 1,3, voilà, si tout se passe bien, vous voyez. Donc à ceux qui ont peur, qui craignent encore une fois, quand ils voient ces chiffres de 2% d'inflation en zone euro au mois de mai, en glissement annuel sur un an, qui se mettent à redouter que ça s'emballe, vous répondez non, la réponse est non. Non, clairement non. Et alors encore plus, avec une conviction forte. Avec une conviction très forte, à la fois pour des raisons évidemment conjoncturelles, mais surtout structurelles, vous l'avez compris. Et deuxièmement, il faut faire preuve d'humilité lorsqu'on donne son avis sur les marchés financiers notamment. Et on a appris une chose avec le temps, qu'il est quand même assez risqué dans l'absolu d'aller à l'encontre des propos que portent les banquiers centraux. Les grands argentiers de ce monde, déjà il y a 30 ans, faisaient le marché, encore plus aujourd'hui au regard en fait du degré d'interventionnisme sur ceci, car les patrons des grandes banques centrales vous disent et vous répètent de manière continue, jour après jour, semaine après semaine, qu'il n'y a pas de risque d'inflation de second tour. Ils constatent en fait l'inflation faciale, mais pour les raisons qu'on a évoquées ensemble, et qu'il n'y a pas de risque d'inflation de second tour, et donc ils ne voient aucune raison pour incurver à leur politique monétaire. Alors encore plus en Europe, eh bien, j'aurais tendance à croire qu'il faut les suivre. Voilà, ne jamais faire pipi contre le vent. C'est un peu le... Pardon. Sinon, je vous en laisse la paternité. On éclabousse ses chaussures. Ne jamais jouer contre les banques centrales. Merci en tout cas. Explication, point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.